Bienvenue au rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une charmante dame. Elle est venue directement de Paris pour faire des conférences ici au Québec. Elle est en pleine tournée et elle était mariée à l'auteur, compositeur et interprète Michel Delpech. Je vous la présente immédiatement, Madame Geneviève Delpech. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, surtout, ça me touche. Bien, ça me touche également, vraiment. Surtout que vous avez une conférence ici ce soir, là, au Centre Saint-Pierre. Oui. On est à Montréal présentement. Madame Delpech, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous parler justement du sujet de votre conférence. Entre autres, vous êtes une médium. Vous avez toujours été en contact avec les défunts, donc depuis votre enfance? Oui. Absolument. Je dirais, c'est presque une histoire de famille. Ma grand-mère était comme ça, ma sœur est comme ça. Et j'ai toujours eu... Alors, parlant d'un privilège, d'un don, pas d'un talent, d'un cadeau, parfois lourd à porter, j'ai toujours vécu dans cet univers-là. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Mais je pense que nous sommes tous médiums, mais plus ou moins, voilà. Alors, vous dites que c'est un cadeau qui est parfois lourd à porter. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Vous savez, pour plusieurs raisons, je dis ça. Tout d'abord, c'est pas toujours facile Pour moi, c'était naturel de l'être. Et puis, je me suis rendu compte, en grandissant à l'école, que tout le monde n'était pas comme ça, que tout le monde n'avait pas des flashs, et que ça restait encore du domaine, bien souvent... pas de la sorcellerie, mais presque. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et pour certains, la médiumnité est quelque chose de tout à fait naturel. Et pour d'autres, c'est du domaine de la magie. Donc, c'est pas toujours facile d'affirmer sa médiumnité. Premièrement, donc c'est pas toujours facile à porter dans la mesure où c'est pas quelque chose de tout à fait naturel. Tout ce qui est irrationnel peut inquiéter. D'accord. Et puis, il y a aussi les flashs qu'on peut avoir. Quand on voit une naissance ou des événements heureux, ça va, ça passe, on peut le dire. Mais on voit surtout, je dirais, les moments importants de la vie de certaines personnes, ou les drames. Par exemple, hier, j'étais en train de dîner avec mon amie Corinne Charbonnier, la femme du docteur Charbonnier avec lequel je fais une conférence. Oui. Et tout d'un coup, en plein déjeuner, dîner, comme vous dites, nous on dit déjeuner, je me suis arrêtée, je lui ai dit, mon Dieu, il va y avoir un tremblement de terre quelque part. On a appris le soir qu'il y avait eu un gros tremblement de terre, je ne sais plus. En Irak, Iran. Voilà. Je ressens les choses. Ça, c'est pas facile à affirmer. Ou dire à quelqu'un, va vite te faire soigner, ça m'est arrivé plein de fois. Et ça, c'est lourd à porter. Et il m'est arrivé de prier pour que ça s'arrête. Mais avec le temps et l'expérience, on apprend à gérer ça et à prendre du recul. Mais c'est pas toujours facile à porter. Et ça vient spontanément ou si toutefois vous décidez de vous concentrer sur une personne, vous avez accès aussi à cette information-là? Alors, rarement quand je me concentre, quand je cherche à avoir... je pourrais pas en faire un métier, j'en fais pas un métier, hein. Je gagne pas ma vie en tant que médium, hein. Je sais pas comment... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en ce qui me concerne, je ne pourrais pas essayer de voir, ou même voir pour plusieurs personnes dans la même journée, ça c'est pas possible. Je ne cherche pas, ça m'arrive de poser des questions et d'obtenir des réponses, mais en règle générale, ce sont des flashs à des moments où je m'y attends moins, et pour des personnes que je connais ou que je connais pas. Faites-vous aussi de la clairaudience ou du clair-senti, comme on dit? Oui. Ah oui, il y a un livre écrit par le prix Goncourt Didier Van Kovlart à Paris, qui a écrit un livre sur mes expériences avec des messages d'ordre scientifique très très importants que j'ai reçus, qui ont été constatés par huissiers, par des scientifiques, on en a beaucoup parlé en France, et qui se sont révélés vrais, alors que je ne comprends rien à la métaphysique, à la physique quantique, à l'astrophysique. J'ai eu des messages incroyables en clairaudience ou une sorte de télépathie ou d'écriture automatique. Pouvez-vous nous dire de quelle personne vous parlez? Ou de quel défunt? Hein? Des scientifiques, des scientifiques très, très pointus comme Nikola Tesla, par exemple.
Nikola Tesla. Nikola Tesla ou comme Einstein, si on pense à eux autres, on pense à... Oui, mais c'est surtout Nikola Tesla qui m'a donné des équations très précises, qui m'a annoncé plusieurs mois avant que le monde en parle de la découverte des ondes antigravitationnelles. Oui. Heureusement, Didier Van Kovlart, à qui je confiais mes messages, notait tout, les heures, les jours, et a fait constater par huissier, parce que c'est assez hallucinant. Ça me dépasse complètement. Des messages comme ça, j'en ai eu beaucoup. Et beaucoup aussi d'ordre spirituel, d'entités que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, mais d'une haute teneur en spiritualité, en amour, en compassion. Amour, compassion. Et est-ce qu'il vous arrive de voir aussi, soit des silhouettes ou il y en a qui parlent d'orbes aussi, ou non, des hologrammes? Orbes, j'en vois pas. Alors, je vois les défunts en général 3 mois après. Ceux qui m'étaient proches, en tous les cas, 3 mois après leur départ. Et sinon, les entités qui me guidaient ces messages, je les vois comme... Vous avez employé le mot d'hologramme, et c'est drôle parce que c'est exactement ce que j'emploie. C'est comme des hologrammes. Je les vois d'abord des silhouettes assez floues, qui ondulent, je ne sais pas qui c'est, et petit à petit, je vois très bien les traits, leurs traits. Je les vois presque matérialisés. Mais ce sont quand même, on sent que ce ne sont pas des corps humains, terrestres comme le nôtre, mais il faut un effort, on sent un effort, ils cherchent une énergie terrible pour m'apparaître comme ils étaient très certainement sur Terre. Et pour certains, je les reconnais tout de suite, bien sûr, très vite. Oui, c'est comme des hologrammes, je dirais que ce sont comme des hologrammes. Ça apparaît, ça disparaît, ça ondule, et ensuite j'ai des messages par clairaudience ou par télépathie. Donc, vous les voyez comme habillés avec une coloration, je vous dirais, est-ce que c'est dans les violets, le blanc? Non, comme je vous vois, mais... Ah oui? Oui, mais je sais que c'est pas... Ça flotte, ça ondule, ça disparaît, ça revient. Je sens toujours que ça demande une grosse énergie. Mais je les vois habillés. Oui, j'ai eu des contacts physiques. Oh là là, c'est une longue histoire, si vous saviez. Des contacts physiques? Oui, avec mon père, oui. Pouvez-vous nous raconter? Quand mon père a disparu, enfin c'est mon beau-père qui m'a élevée, mais je dis mon père, c'était un homme très froid, qui ne m'a jamais montré, en tous les cas dit son amour. Il a fait ce qu'il fallait, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que papa m'aime ? Quand il est mort, j'ai appelé ma mère, j'ai vu ma mère et je lui disais, c'était récurrent chez moi comme question, est-ce que papa m'aimait ? Et elle avait beau me dire oui, moi je restais toujours dans le doute parce qu'il était tellement froid. Et à peu près 3 mois après sa mort, c'est toujours entre 3h et 5h du matin, je l'ai vu entrer par la porte de ma chambre, être au pied de mon lit. Je me souviens, j'ai eu très peur parce que, pas de l'apparition, je suis habituée, mais comme il était parti après un cancer très affaibli, son corps a été vraiment très transformé par la maladie, très amaigri, j'ai eu peur de revoir ce visage émacié, très fatigué, très abîmé par la maladie, que je n'osais pas regarder. Quand je l'ai vu, j'ai vu un homme de 40-45 ans, comme à chaque fois d'ailleurs, les défunts, resplendissant, lumineux, dans une veste que je lui connais parfaitement. Il est venu, il a longé mon lit, et j'ai eu comme une sortie du corps, il m'a attrapée, et ça, alors vraiment, j'ai senti physiquement son corps, son odeur que j'ai reconnue, et il m'a juste dit à l'oreille, je suis venue te dire que je t'aime. Et il a disparu. Et là, j'ai eu la réponse à ma question. Mon Dieu, vous avez dû en être transformée, vraiment. Oui, des expériences comme ça, j'en ai eu énormément, et petit à petit, elles m'ont guidée vers une vie... complètement dans la spiritualité. Je ne parle pas de religion, mais je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Avec tous ces cadeaux merveilleux que j'ai eus, je le vis comme des cadeaux. Effectivement. Je me sens très privilégiée. Je n'ai pas d'autre choix que de témoigner aujourd'hui et de remercier pour ces cadeaux merveilleux. Je le comprends. Et avec M. Michel Delpech, avec qui vous étiez mariée, est-ce que vous aviez, bien sûrement que vous aviez, oui, ces dons-là à ce moment-là, mais est-ce que vous avez vécu des expériences par rapport à lui, comme juste avant sa mort? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Oui, pendant 1 an, je lui ai dit, pendant pratiquement 1 an, je lui ai dit, Michel, va voir un médecin, il se passe quelque chose dans ta bouche.
Et lui qui m'écoutait tant, qui avait une grande confiance en ma voyance, tout simplement parce qu'il avait constaté des tas de choses irrationnelles et incroyables qui se révélaient vraies, il m'écoutait toujours dans ce domaine. Et là, il ne m'a pas écouté. Pendant pratiquement un an, je le dis dans mon premier livre, je lui disais ça. Et notre fils Emmanuel, qui a le don, lui disait « Papa, écoute maman, parce que lorsque je passe derrière toi, je ressens la même chose. » Il ne nous a pas écoutés. Un jour, on a découvert un ganglion, enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Nous sommes allés voir un médecin et un grand professeur, un ami à nous, qui l'a examiné et qui lui a dit, j'étais là, c'est quand même bête, si vous étiez venu un an plus tôt, c'était anodin, je vous l'enlevais, c'était rien. Là, c'est un stade 4, on ne peut plus rien faire. Donc c'était son destin. Après, il y a une question de libre arbitre et de destin qui me dépasse un peu. Mais oui, pendant un an, j'ai dit à Michel qu'il se passait, je le sentais. Et je lui disais, si tu ne fais pas quelque chose, tu en mourras. Et lui? Et toute ma vie, j'ai eu des choses comme ça pour les gens. Et ça, c'est là, quand je vous disais tout à l'heure que c'était lourd à porter, c'est quand on est sûr de ça, quand on voit des choses et que les gens ne nous écoutent pas. C'est terrible. Pensez-vous que c'est parce qu'il avait peur? Alors, c'est au-delà de ça. C'est une question après de libre arbitre et de destin. Est-ce qu'il arrive un moment où on ne peut pas éviter ce moment de notre vie où tout doit s'arrêter? Il devait aller à ce moment-là. Ou est-ce que c'est son choix? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'est arrivé à Balavoine, Daniel Balavoine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'était un chanteur très célèbre en France. Ou Coluche, qui était très célèbre en France. Je leur ai annoncé les accidents qu'ils ont eus après. Ils ne m'ont pas cru. Et ils l'ont eu après, bien sûr. Ils l'ont eu après. Donc, c'est des choses vraiment que vous ressentez. Donc, est-ce que là, oui, que je ressens, mais je me pose la question sur le destin et sur le libre arbitre. Je me dis, il arrive un moment, parfois on m'écoute, et parfois on ne m'écoute pas. Et je me dis, est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ne m'ont pas écouté, ou est-ce que c'était leur destin et ils n'avaient plus le choix, que c'était leur? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience, vous parliez tout à l'heure que vous étiez comme sorti quand votre père est venu vous voir, vous étiez serré, vous avez fait une étreinte. Est-ce que vous avez vécu d'autres expériences similaires à ça, ou vous êtes allé encore beaucoup plus haut, beaucoup plus loin? Alors, j'en parle dans mon premier livre, ensuite dans mon second livre également, mais là j'ai créé un troisième livre qui va sortir au printemps, qui va tourner autour uniquement de cette expérience. J'ai eu le bonheur incroyable de vivre une sortie du corps, qui s'apparente au NDE, les Near Death Experience, mais ce n'est pas, j'étais ni malade, ni médicalisée, ni sous l'emprise d'une drogue quelconque, parce que vous savez que les gens qui font des NDE, vous savez ce que c'est les NDE, sont souvent sujets à caution, parce qu'on dit, oh oui, mais ils étaient soit dans le coma, soit très malades et sous drogue, sous sédatifs, sous morphine. Tandis que moi, je venais de déjeuner dans notre propriété de Provence, dans le sud de la France, frugalement, c'était l'été, et je suis allée boire mon café sur la terrasse de ma maison. Et là, je suis sortie de mon corps en regardant les arbres à gauche, je me souviens, et j'ai été propulsée à une vitesse... on a des mots et nos 5 sens, c'est terriblement limité pour expliquer une expérience comme celle-là. C'est au-delà de tout ça. La vitesse à laquelle je voyageais, tout en ayant l'impression d'éternité. Je me suis retrouvée dans l'arbre, j'entendais la sève couler, j'avais conscience que l'arbre ça faisait tchou, tchou, tchou. J'avais conscience que l'arbre était vivant, qu'il avait une conscience. Je me suis retrouvée dans la feuille, pareil. Une fourmi était sur la feuille. Vous me parliez de fourmi tout à l'heure. Je voyais comme la fourmi, je pensais comme la fourmi, et pourtant, j'étais aussi à l'extérieur. Je faisais partie d'un tout en ayant le sentiment de ma propre individualité. Et il y avait un son, il y avait des chiffres partout, j'avais la connaissance, je voyais à 360 degrés. Et là, j'étais dans une conscience d'amour, d'empathie et de compassion absolument extraordinaire. Et j'ai compris que tout avait un sens. C'est terrible de dire ça, parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui perdent des enfants, mais tout avait un sens. Et que le drame de l'humanité, de l'homme, c'est d'être séparé.
d'être séparés. Depuis l'enfance, on nous apprend à être le premier à l'école, Ouais. meilleur que le voisin, d'avoir une plus belle voiture que le copain, une plus belle réussite. Or, c'est le contraire qu'il faut chercher, c'est dans l'unification. Et j'ai compris ça, qu'il n'y avait aucune différence entre le végétal, l'animal, le minéral et moi. J'étais même dans l'eau, il y avait un son. Et ma vie a complètement changé depuis ce jour-là. Nous sortions beaucoup, j'ai arrêté toute vie mondaine, enfin pas toute, mais vraiment ma vie a changé. J'ai créé des groupes d'accompagnement aux mourants, j'ai commencé à voyager dans le monde entier, à m'occuper d'orphelinats et d'animaux aussi maltraités, de tout, parce que j'étais eux et eux, ils étaient moi. Et j'arrivais à ressentir la souffrance des gens quand ils étaient malades. J'ai vraiment vécu une expérience hors du commun, j'en suis consciente. Je ne suis certainement pas la seule, hein. Je sais que cette expérience existe, mais qui a totalement bouleversé ma vie, qui n'a pas été facile à vivre. J'étais très seule après dans ma tête, parce que même si mon mari me soutenait énormément et qu'il comprenait cette expérience, mes enfants parfois ne supportaient plus. On coupait une fleur devant moi, je pleurais. Donc, ensuite, j'ai appris à gérer ça. Hein. Avec cette forme de conscience-là, effectivement, dans l'amour. Voilà. C'est un amour pur, dans le fond. Ben, j'ai compris qu'il fallait qu'on se trompait. Vous êtes moi et moi je suis vous. Votre souffrance est la mienne, ma souffrance est la vôtre. Et on se sépare. Dès la naissance, on nous sépare de tous les uns et les autres. Il y a un individualisme, un égoïsme, alors que c'est le contraire qu'il faut rechercher. Et puis j'étais liée à une sorte d'amour inconditionnel, de conscience, de connaissance absolue. Et j'ai compris que c'était ça Dieu. Mais qu'il était en nous comme dans l'herbe, comme dans cette conscience universelle, cet amour inconditionnel. Et moi, que nous étions infiniment petits, mais infiniment précieux. C'est tellement beau qu'est-ce que vous nous dites. Et là, maintenant, M. Delpech est décédé. Est-ce que vous avez eu des signes, une communication avec lui? J'en ai eu beaucoup au début. Mon fils aussi, notre fils aussi. Ensuite, il y a eu un long moment où il ne se passait plus rien, que j'ai appelé mon vide sidéral, parce que là, j'ai pris conscience de l'absence de son départ, malgré les signes merveilleux que nous avons eus au départ. Et ensuite, j'ai eu des messages par clairaudience magnifiques, et à nouveau, il n'y a plus rien. Donc je me dis que peut-être il a évolué, ou il s'est réincarné, je ne sais pas où il est parti. Et les messages de clairaudience, c'est lui qui vous parlait directement? Ah oui, je reconnaissais sa voix, et puis des mots. Et quand j'étais parfois, je n'ai pas été vraiment en danger, mais que j'entendais les mots qu'il me disait de son vivant, je reconnaissais quand il me calmait, ou quand il me... Et là, j'ai vraiment ressenti sa présence très souvent. À nouveau, je le sens un peu s'éloigner, je pense qu'il fait son chemin. Avez-vous pensé que ça venait de l'intérieur, cette voix-là, ou plus de l'extérieur? Non, j'entends toujours de l'extérieur. C'est de l'extérieur? Toujours de l'oreille gauche, toujours. Ah oui? Ah oui, comme un souffle. Ça, vraiment, c'est toujours de l'extérieur. Ah oui, puis vous reconnaissez vraiment la voix de la personne? Ah oui, puis les expressions. C'est ça qui est très touchant, c'est que je reconnais complètement des mots, et la façon, il m'appelait par des petits noms, bien sûr, comme tout, et j'entends ces mots. Et pour vous, ça vous réconforte? Oh bah, oui. Ah oui. J'ai l'habitude d'avoir des contacts avec les défunts. Je suis médium, appelons ça comme ça. Hein. Mais quand il s'agit d'un être qu'on a tant aimé, c'est un cadeau merveilleux. Ça comble l'absence. Et oui, puis lui, vous êtes chanceuse parce qu'il vous accompagnait dans votre vie et il avait cette forme d'ouverture-là, justement, par rapport à ce que vous viviez. Donc, il croyait ce que vous lui disiez parce que vous aviez eu même les preuves avec vos prémonitions, avec tout ce que vous avez ressenti. Oui. Le pauvre, avec ce que je lui ai fait vivre, il pouvait que constater, il a eu tant de preuves que pour lui, c'était évident. Et une de ses dernières paroles, ça a été de dire à Michel Drucker, qui est un journaliste, un homme de télévision très connu en France, ma femme est la plus grande voyante du monde. Ah il a oui? dit, le pauvre. Pour vous dire qu'il était convaincu. Hein, il était convaincu. Il était convaincu. Il était très croyant, je pense aussi. Oui, il était très croyant. Oui. Vous n'êtes pas déjà allé à Jérusalem ou à une place comme ça? Oui. Oh, lui, il a vécu son voyage à Jérusalem comme une véritable révélation. Ça a été...
ça a été pour lui le début d'une nouvelle vie réellement, comme moi, mon expérience du tout a été le début de ma nouvelle vie à moi. De votre nouvelle vie. Donc, c'était une belle expérience que vous avez vécue chacun de votre côté. Oui, et ensemble en même temps. Ensemble en même temps. Ensemble, on s'est toujours soutenus beaucoup. Effectivement. Et là, maintenant, qu'il est décédé, vous êtes venu justement pour les conférences avec M. Jean-Jacques Charbonnier. M. Jean-Jacques Charbonnier qui parle de la conscience intuitive extra-neuronale. Alors, sûrement que ça explique des choses, là, dans ce que vous ressentez depuis toujours, là. Moi, ça me parle complètement. Je ne peux pas concevoir... Ça, je l'ai bien ressenti quand j'ai fait ce voyage du tout, qu'il y avait le corps physique, il y a le cerveau, et il y a la conscience. Et ce qui restait de moi pendant ce voyage, c'était ni mon cerveau ni mon corps, mais c'était ma conscience. Exactement. Et d'ailleurs, quand je suis revenue dans mon corps, j'avais pas envie de revenir. Et j'avais l'impression de réintégrer un gant trop serré, vous savez, une sorte de combinaison. Tout d'un coup, on prend conscience de la chaleur, du froid, alors que c'est un sentiment... il n'y a pas de mots pour décrire la béatitude, le bien-être qu'on ressent. Aucun plaisir sur Terre n'a d'égal à ça. Est-ce que vous avez vécu des expériences d'hypnose? Parce que le Dr Jean-Jacques Charbonnier parle de ça, des ateliers qu'il fait. Alors, inutile de vous dire qu'après cette expérience du tout que j'ai faite en Provence, dans ma maison, j'ai cherché à revivre cette expérience. D'accord. J'ai fait des expériences à Liboga en Afrique, dans des villages près des Pygmées, dans l'Afrique équatoriale. J'ai tout essayé, je n'ai jamais revécu cette expérience. J'ai vécu d'autres expériences, mais pas celle-là, pas aussi forte. Et un jour, j'ai rencontré le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On est devenus très amis, sa femme, Jean-Jacques et moi. Et quand il m'a parlé de ces ateliers, j'ai dit, mais moi, je veux participer à un de ces ateliers. Je veux voir ça, en espérant revivre cette expérience. J'ai fait 3 ateliers avec Jean-Jacques. Un n'a pas marché, 2 ont marché merveilleusement. J'ai eu des contacts avec Michel, qui a répondu à une question vitale pour moi. Mais je n'ai pas vécu cette expérience hors du corps, avec la conscience totale, la connaissance. Mais j'ai vécu un voyage extraordinaire. Et je dirais que pour les gens qui ont perdu un défunt, vous verrez qu'un jour, ce genre c'est une thérapie, ce sera d'utilité publique, ce genre de choses. C'est vraiment de voyage, d'atelier. C'est quelque chose de merveilleux quand ça marche. C'est merveilleux. Parce qu'on peut dire que c'est le cerveau, mais quand les personnes répondent à des questions très précises que vous vous posez, auxquelles vous n'aviez pas de réponse, il a des témoignages merveilleux. Merveilleux. Je pense que ça va... Dans quelques années, vous verrez, c'est quelque chose qui se fera dans le monde entier, ça. Ça va être courant. Je pense. Je l'espère en tous les cas, parce que c'est vraiment merveilleux. Et vous avez écrit des livres, vous en avez parlé tout à l'heure. Voulez-vous nous rappeler les titres de vos livres? Alors, mon premier livre, c'est Le don d'ailleurs. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Te retrouver, qui parle beaucoup de Michel et moi et des contacts que j'ai eus avec lui au moment de sa mort. Là, j'écris un 3e livre qui va sortir aux éditions Très Daniel au printemps. Et ensuite viendra chez Flammarion un livre coécrit avec Jean-Jacques Charbonnier, La science et la médiumnité. La science et la médiumnité, vous allez faire ce livre ensemble. Et c'est merveilleux. Et là, j'en ai un dans mes mains, justement, de Michel Delpech, Quand j'étais chanteur. Donc, c'est la biographie, c'est ça, pour retracer sa carrière? Oui, c'est la biographie illustrée de mon mari. J'ai écrit les textes. Et c'est Flammarion. Ça sort le 18 novembre au Canada, au Québec. Et c'est sorti le 8 novembre en France. Voilà. Donc, c'est un hommage qui est à la fois émouvant. Ce livre-là, je vais essayer d'ouvrir quelques pages. Mon Dieu, il y a des belles photos, là. Je vais essayer d'en montrer quand même quelques-unes ici. Là, je vais laisser un petit peu plus longtemps sur la page. C'est un livre sûrement très intéressant à lire. Oui, qui a été assez douloureux pour moi à faire, à écrire, parce que ça retrace toute la vie de Michel, donc 33 ans de la nôtre, de couple, et ça n'a pas été si simple que ça. Ça a été un travail sur le deuil, pas si simple, et puis le choix de ces photos, voilà. Mais enfin,
c'était normal que je fasse ça. Vous sentez toujours sa présence? Oui, moins pour être honnête, en ce moment un peu moins, mais je l'ai senti énormément, il a été très présent. Ouais. Ouais. Un peu moins en ce moment, malheureusement. Un peu moins, mais vous savez qu'il est là. Ah oui, oui, je le sens, je le sais. Oui. Alors, c'est mais il a un chemin à merveilleux. faire, très certainement, lui aussi. Oh, je vous remercie tellement d'être venu nous voir, ici, d'avoir pris le temps de parler Merci à vous. avec moi. Bien, ça me fait tellement plaisir. Et moi, j'incite les gens, justement, à se procurer de vos livres pour en connaître plus aussi au sujet de la médiumnité. C'est un sujet qui est intéressant, qui peut semer beaucoup d'espoir, justement, par rapport au deuil, tout ce que les personnes vivent dans leur vie. Et ce merveilleux livre, très bien illustré de Michel Delpech, « Quand j'étais chanteur ». Donc, à se procurer donc, dans toute librairie prochainement. C'est toute librairie. Le 18 novembre. Le 18 novembre. Oui, il va sortir partout au Québec. Partout au Québec. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se dit à un autre rendez-vous de Sylvie. À bientôt. Au revoir.